comme j'ai cet aspect un peu visuel, j'avais envie de dessiner la manière dont je représente la matrice de la réalité dans laquelle nous vivons, et la matrice dans laquelle l'esprit vit. Alors, cette vidéo, ça va être un truc brut, rush, vraiment brut. Donc, peut-être qu'elle sera longue, peut-être qu'elle sera courte, je sais pas, mais j'avais envie de vous partager ça. Et en vous dessinant ça, l'objectif, c'est que j'apporte ma connaissance et mes explications aussi intangibles soient-elles, pour pouvoir vraiment vous aider à mieux comprendre votre réalité, basée sur ce que je connais. Bien entendu, rien n'est acquis, euh, rien n'est euh, rien n'est acquis, donc je n'ai pas la science infuse non plus. Tout ça pour dire que ce que j'apprends, enfin ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est vraiment le résultat de ma connaissance, de ma compréhension actuelle des choses, mais ça ne veut pas dire que la réalité est comme ça, est comme ceci, et ça dépend évidemment aussi des croyances de chacun. Dernière chose avant de démarrer, si vous entendez du bruit un petit peu bizarre à côté de moi, c'est juste qu'il y a des chiens qui font quelques petits bruits pendant leur sieste. Alors, pour démarrer, je pense que il faut comprendre euh, un concept. Je ne sais même pas si on peut mettre le mot concept parce que d'après moi, ce n'est pas un concept. C'est plutôt une vérité, mais ça dépend bien entendu des croyances de chacun. Mais s'il y a bien quelque chose qu'on retrouve dans quasiment, enfin probablement toutes les religions ou tout l'enseignement ésotérique de manière générale, c'est que nous sommes un être spirituel. Nous sommes un être spirituel qui vient s'incarner dans une expérience de matière. Je vous invite à lire, par exemple, le livre qui s'appelle 0,001, je crois que c'est ça, 0,001% de Mark Auburn. Mark Auburn. Ce livre, il parle des voyages hors du corps, parce que c'est un mec qui fait des voyages hors du corps, donc c'est-à-dire qu'il a cette capacité à se désolidariser de son existence physique et d'aller au-delà du physique, d'aller au-delà du corps. Et donc, en sortant de son corps, il a cette capacité à voir, observer et surtout en avoir conscience et s'en souvenir lorsqu'il se détache du corps. Et ce qu'il a pu observer, c'est que on a un corps qui ressemble un petit peu à ça et qui est très très lumineux, en fait, avec énormément de lumière, énormément de rayonnement autour de lui, le tout dans une grande bulle. En fait, je pense que c'est entre guillemets c'est l'aura. Et on voit derrière la tête, donc si on dessine par exemple euh, la tête d'une personne, lui, il décrit comme quoi ici, à ce niveau-là, on a entre guillemets un câble qui se relie ici et qui vient nous ramener tac, à notre corps physique. Et donc, on a l'âme qui est tenue ici par le corps physique qui est là. Lorsque on décide de vraiment se désolidariser de son corps physique, dès qu'on revient dans son corps physique, naturellement, la corde d'argent, qui est vraiment cette partie-là, eh ben, se retrouve en fait simplement à sa place, quoi. Donc on a le corps physique, le corps spirituel, qui est vraiment l'âme, l'être le plus spirituel, et euh, en fait l'un est dans l'autre, mais en réalité on a plusieurs corps, qu'il y a 7 différents corps qui, enfin, qui font partie d'un tout qui est nous-mêmes. 7 corps. Et donc ces 7 corps s'alignent, s'unissent, en fait c'est plutôt le bon terme. Il y a une union, il y a une union, le union de unité, euh, unité, et cette unité arrive à faire d'un humain un humain en vie. Un humain en vie. Et d'après moi, c'est vraiment là qu'il y a une transition. Donc on passe d'un être spirituel, on passe hop, d'un être
spirituel qui est dans une dimension autre, dans une dimension qui ne contient pas le temps, dans une dimension où vraiment la notion de, comment on appelle ça, d'atropie, non, pardon, excusez-moi, j'ai perdu le terme, mais le fait qu'on vieillisse, ça n'existe pas en fait. On est éternel, on est dans une unité. Mais on pourrait même pas parler d'éternité parce que la notion d'éternité fait référence au temps. Or, le temps n'existe pas dans cette dimension-là. Et c'est uniquement au moment où on vient rentrer dans la matière, où, d'après moi, comment je pourrais dessiner ça? On vient en fait rentrer dans un espace-temps qui a un début et une fin. Donc là, il y a un point de départ et là, il y a un point d'arrivée. Il y a un instant T, T0 et un instant T1. Et l'âme vient s'incarner dans un corps qui, lui, est vraiment à un instant T, rentre dans un temps, dans une dimension. Et donc, en fait, on passe de l'unité, le un, à la dualité, le 2. La dualité, c'est-à-dire que selon la deuxième loi de l'hermétisme, la deuxième ou la troisième loi de l'hermétisme, la dualité, qui dit que tout dans l'univers euh, a sa dualité, le noir, le blanc, le bien, le mal, la femelle, même si ça, on peut même référer ça à la loi du genre, mais on trouve à chaque fois la dualité, le haut, le bas. On est dans un monde de dualité. Euh, Si on expérimente le bonheur, en fait, la seule manière d'expérimenter le bonheur, c'est parce que son opposé existe aussi, et c'est le malheur. Et donc, toute existence, toute chose qui existe dans le monde, dans l'univers, a donc, par définition du fait qu'il existe, son opposé. Et donc, on est dans la dualité et on est dans le yang, le yin et le yang, dont vous avez probablement déjà entendu parler. Et c'est, d'après moi, une notion fondamentale à comprendre parce que, en fait, ça nous permet vraiment de comprendre que si on vit quelque chose, si on vit quelque chose qui est difficile, ça veut dire qu'à tout moment, on peut aussi décider d'aller vers son opposé. C'est-à-dire l'opposé du moment négatif, ben, ça va être le moment positif. Et donc, si on passe par la dualité, si on passe par des hauts et des bas, ça veut dire que si on passe par des hauts puis des bas, ça veut dire que naturellement, on a un rythme, on a une fréquence qui se met en place, on a le top et le bottom. C'est-à-dire qu'on a vraiment les hauts et les bas. On a la couleur, excusez-moi, on a le blanc et le mal, excusez-moi, on a le blanc et le noir, le bien et le mal, le ciel et la terre. On a chaque opposé, on a la dualité. Et au moment même où on passe de l'unité à la dualité, dans la Trinité, alors on fait partie de la matière, on rentre dans des hauts et des bas, et donc on rentre dans un rythme. Et qui dit un rythme dit qu'il y a un début et une fin, et qui dit donc que nous rentrons dans le temps. Et d'après moi, c'est là qu'il y a vraiment l'incarnation. Et j'en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos, mais l'incarnation, c'est vraiment quelque chose d'intéressant à décortiquer parce qu'on a vraiment incarne. Ça veut dire dans la chair. Et hop, je reviens en arrière, tac, dans la chair, incarne, carne de la chair, est-ce qu'il y a un E, est-ce qu'il n'y a pas un E, je ne sais plus. Non, je ne crois pas qu'il y ait de E, dans la chair. Ça veut dire que c'est vraiment ce processus de, il y a le temps, il y a une notion du temps et il y a un être spirituel qui décide de rentrer dedans et qui rentre dans la chair et qui vient incarner un corps. Et donc là rentre le processus qu'on va appeler la matrice de la réalité. Le cube. Et ce que j'appelle le cube,
En fait, c'est pour moi l'expérience de la réalité. C'est l'expérience de la dualité, mais c'est surtout l'expérience de la 3D. Pourquoi la 3D? Parce que c'est là on va avoir la hauteur, la largeur, la longueur. C'est là qu'on va avoir la dualité, en fait, le bien et le mal, avec la notion de temps. Et c'est comme ça que je le comprends, peut-être que c'est une erreur, j'en sais rien, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est comme ça que je le comprends, c'est qu'on rentre vraiment dans la 3D. Donc, on rentre dans un cube. On a ici la hauteur, la largeur et la longueur, vice-versa, quel que soit le sens. C'est-à-dire que on ne voit pas le monde en 2D, on le voit en 3D, parce qu'on est en train d'expérimenter la matière. Et là, il y a une notion, donc maintenant que vous avez compris ce que je veux dire par rapport à l'incarnation, là j'aimerais vraiment essayer de dessiner comme je peux la matrice. Ça va être là l'enjeu le plus important, basé uniquement, encore une fois, hein, sur mes connaissances et sur ce que j'arrive à percevoir, à comprendre jusqu'à aujourd'hui. Euh, je pense qu'il y a plusieurs choses à comprendre déjà, c'est qu'il y a l'instant présent, l'instant présent qui par définition existe parce qu'il y a une notion du temps, le présent et le présent parce qu'il y a un passé et parce qu'il y a un futur. Et donc, s'il y a un passé, un présent, un futur, ça veut dire qu'il y a un temps, il y a un avant, il y a un pendant, il y a un après. Mais notre esprit, comment je pourrais dire ça? Comment je pourrais... Bon, on va mettre un cerveau, même si l'esprit, c'est pas forcément un cerveau, mais notre mental, notre esprit arrive à déterminer qu'il existe un passé, un futur, mais il n'arrive à le déterminer qu'à un instant T, qui est le présent. Et à cet instant T, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a une perception qu'il y a certaines choses qui se sont passées et qui ne sont plus. Par exemple, une feuille tombe d'un arbre, pendant qu'elle tombe, au moment présent, elle est en chute libre. Au moment où elle a touché le sol, elle n'est plus en chute libre, elle est sur le sol. Mais elle a fait un trajet d'un point A à un point B, et donc au moment où on prend conscience que la feuille a touché le sol après la chute, on détermine alors que elle n'est plus en chute libre. Elle est reposée sur le sol. Et donc, on arrive à déterminer que dans la notion du temps, dans le moment présent, c'est juste une feuille sur le sol. Mais dans l'espace-temps, c'est une feuille qui a eu, qui a eu à un moment donné un mouvement. Et donc, grâce à notre esprit, on arrive à déterminer le passé. Mais le passé n'existe plus, en fait. Il n'existe que dans la mémoire et il n'existe que dans la cause à effet. Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que s'il existe, enfin, le passé n'existe plus, il n'y a que le moment présent qui existe. Mais le moment présent existe que par conséquence du passé, par conséquence de ce qui s'est passé dans le passé, par l'ancien moment présent. Et donc, si euh, le passé existe, enfin, si le présent existe, c'est que c'est une causalité, c'est un effet de la cause qui est le passé. Et le passé, lui, est donc euh, une suite de cause et effet lui-même, puisque le passé était avant un présent, et etc. Vous avez compris. Et donc, le passé n'existe plus, il n'est perceptible que par notre esprit, mais il ne peut pas être modifié, il ne peut pas être changé, il est. On ne peut plus rien en faire. On ne peut faire qu'une chose, c'est avoir une perception de celui-ci. Est-ce que c'est un passé qui me plaisait? Est-ce que ça se passait bien? Est-ce que, au contraire, ça se passait mal? Est-ce que ce passé a fait de moi quelque chose? Est-ce que ce passé n'a rien fait de moi? Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé qui affecte mon présent? Donc, en fait, la seule chose qu'on peut avoir, c'est euh, des faits, c'est de la data, et ensuite, on en fait l'histoire qu'on veut. Je vous invite à regarder ma vidéo qui s'appelle Illusion, qui est une vidéo qui doit faire une quarantaine de minutes,
où je parle de leçons que j'ai apprises lorsque j'ai fait un jeûne. Et il y a cette notion très importante que j'appelle data, not drama. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire baser. En fait, ce qui cause la souffrance dans notre vie, c'est l'histoire qu'on raconte sur les faits. Et typiquement, là, dans le moment présent, il n'y a que des faits. Dans le passé, il n'y a que des faits. Et ce qui engendre la souffrance, c'est l'histoire qu'on se raconte basée sur ces faits. Si on regarde une feuille qui tombe sur le sol, bon, la majorité d'entre nous, on n'est pas affecté par cette feuille. C'est un fait, la feuille est tombée. Mais une personne qui peut être, je sais pas, sensible à la nature, elle peut se raconter une histoire et se dire: «Oh là là, je suis, empathique, je suis affecté par la chute de cette feuille qui vient de perdre sa nature, qui vient de perdre son arbre». Mais en soi, c'est juste une feuille qui est tombée sur le sol. Si on voit une feuille tombée sur le sol, l'image, elle est simple, c'est une feuille, c'est de la data. Mais on pourrait aussi se raconter quoi comme histoire? Ben, ça pourrait être, heu, cette feuille est tombée parce que l'arbre n'est pas en bonne santé, parce que je ne l'ai pas assez arrosé, donc je suis pas un bon, je n'ai pas la main verte, donc je ne suis pas bon. Donc voilà, vous voyez, on se raconte une histoire, alors que c'est juste un arbre qui a perdu une feuille. Vous voyez? Donc là, il y a le data, not drama. Et je vous invite vraiment à regarder la vidéo, après celle-ci, je vous invite vraiment à regarder la vidéo, qui s'appelle Illusion sur, sur ma chaîne. Et donc le passé n'existe que dans notre esprit par les histoires qu'on se raconte et par les perceptions qu'on a donc des faits. Mais en soi, le passé n'existe plus. Par contre, le passé ne peut plus être changé. Maintenant, passons au futur. Le futur, hem, le futur, ce n'est qu'une potentialité. C'est une potentialité de quelque chose qui pourrait exister, qui a de fortes probabilités d'exister, basé sur quoi? Basé sur les faits du passé qui ont, de manière générale, donné tel futur. Autant dire que, en gros, si par exemple, je vous donne un truc, un exemple. Si on fait une suite de chiffres, genre 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, euh, 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça c'est le passé. Eh ben, on peut se dire que si au moment présent, c'est encore un 1, eh ben, probablement que le futur, ça sera encore 1, plus 1, plus 1, plus 1. Donc en fait, c'est une potentialité de futur basée sur le passé. Et donc on se dit que le futur sera de cette manière parce que on a toujours eu un passé comme tel. Et donc le futur n'existe pas, mais on peut potentiellement le créer parce qu'on se dit que c'est la même chose. Et donc vient, l'idée de, comment je pourrais dire ça? De se dire: «Est-ce que je peux changer mon futur?» Et en fait, le truc, c'est que changer son futur, on ne peut pas. On ne peut changer que son présent qui aura un impact à long terme sur le futur par itération. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que si vous faites 1 plus 1 plus 1 plus 1 et qu'au moment présent, vous continuez à faire des 1, il est probable que le futur soit plus 1 plus 1 plus 1. Or, si au jour numéro 1, vous faites, heu, tac, vous avez toujours fait 1 plus 1 plus 1 et là, d'un coup, vous décidez de faire plus 3. Ça veut dire que si on avance encore le temps, on va se retrouver à 1 plus 1 plus 1, bon, vous avez compris, tac, 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 et au bout d'un moment, plus 3. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, si on continue à corriger une action, à faire quelque chose qui n'a jamais été fait, et donc à perturber l'ordre établi de logique dans le temps, j'ai toujours je ne suis jamais allé à la salle, tous les jours je n'allais pas à la salle de sport. Un jour je vais à la salle de sport, boum, on perturbe un ordre logique. Eh ben, si on perturbe via une action, via quelque chose, donc par exemple ici avec le 3, si on perturbe d'un coup, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, la suite, le futur, le potentiel futur peut changer. Et bien là, avec un seul 3,
ben, probablement qu'on va rester sur des 1 après. La probabilité de retomber sur un 3, c'est quand même rare. Or, si on a 1 plus 1 plus 1, et que là, lundi, on va au sport, mardi, on va au sport, mercredi, on va au sport, jeudi, on va au sport, etc. Et que pendant une semaine, on va au sport. Là, on est en train de dévier une réalité. On est en fait en train euh, on est en train de créer une probabilité d'un potentiel futur qui sera différent. Et donc, potentiellement, le jour suivant, qui est ici, dans le potentiel futur, probablement que ce ne sera pas un 1, mais ce sera un 3. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? On vient en fait, comme j'aime bien le dessiner, créer une ligne de vie, et d'un coup, on prend une direction, et on continue cette direction. Et en fait, on vient entamer une direction qui est différente. Et donc, on vient, euh, je vais essayer de le dessiner autrement, on vient en fait changer notre réalité. Il y a une multitude de réalités possibles, mais qui euh, n'existent que si on y va, que si on les fait, que si on décide d'y aller. Mais il y a des potentialités de réalité parallèles. Et si on décide de mettre en place une action incohérente, c'est-à-dire qu'on décide de mettre en place ici une action incohérente par rapport à notre réalité et qu'on continue celle-ci à plusieurs reprises, on va se retrouver au bout d'un moment dans une réalité qui est nouvelle et on va se retrouver ici. Et donc je pense que au moment, en fait, je pense que à la naissance, ça c'est la naissance et c'est là que je vais vraiment dessiner, d'après moi, un peu la matrice, c'est que on met en place des actions, donc on a un chemin, on a un déterminisme, on a quelque chose qui nous pousse à aller vers l'avant, on a l'envie de gagner sa vie, on a l'envie d'avoir ce nouveau job, on a l'envie d'être en meilleure santé, donc on mange mieux et on fait du sport. Donc on met en place des actions qui nous mènent vers une réalité. Mais cette réalité, on peut décider à tout moment de la changer. On peut décider de la changer et donc à tout moment, on peut non pas continuer celle-ci, mais dévier pour aller vers une autre. Et à ce moment-là, euh, on peut aussi continuer dans cette direction ou on peut décider d'aller dans celle-ci. Et après, on peut changer encore. Et on peut aller là, jusqu'à trouver au final le chemin qui nous convient. Et il va arriver un moment où on va prendre un chemin, etc. Et on va arriver à la mort. Et donc, on passe de la naissance à la mort. Et là, la grosse question que je me pose, c'est pour moi, c'est ça pour moi, c'est le cas. Mais en gros, en fonction des décisions qu'on prend dans la vie, on peut influencer la date de notre mort. Mais sinon, il y a une date qui est déjà prévue. Donc, je pense qu'il y a une date de naissance qui est vraiment déterminée à 100% par notre âme lorsqu'elle a décidé de s'incarner. Donc, au moment précis où elle est rentrée vraiment dans la chair, elle a pris une information, enfin, elle a pris, pardon, elle s'est imprégnée d'une énergie lorsqu'elle est rentrée dans le monde de la 3D et à un endroit précis, à une date précise, et ça a déterminé votre énergie. Et je pense que ensuite, je pense avec, je pense à partir d'un certain niveau de conscience, en dessous d'un certain niveau de conscience, on est dirigé par le conditionnement qu'on nous a mis dans la tête. C'est-à-dire qu'on a un esprit, un corps, une incarnation qui est guidée par notre âme, par notre self, par vraiment la version la plus pure de nous. Celle-là, elle est guidée naturellement durant l'enfance. Le problème, c'est que dans l'enfance, on est guidé par, enfin, au bout d'un moment, on commence à être conditionné par nos parents, par l'école, par un tas d'autres choses, qui font que du fait qu'il y ait un conditionnement, il n'y a plus de guidance par un être supérieur qui est notre self, notre âme, qui a décidé de faire quelque chose sur Terre. Donc, elle nous guide.
Mais dès lors qu'il y a un conditionnement, alors il y a euh, l'ego. Et quand il y a l'ego, il y a le déterminisme de l'ego. Et donc, il y a le mental aussi qui vient, il y a des émotions, et il y a le libre arbitre qui est en réalité quelque chose qui nous dit tu peux prendre des décisions de toi-même, alors qu'en réalité, le libre arbitre est déterminé par le conditionnement qu'on s'est nous-mêmes, qu'on s'est nous-mêmes infligé ou qu'on a accepté de recevoir, du moins, consciemment ou pas, on a quand même un conditionnement qui fait que on pense avoir un libre arbitre, alors que le libre arbitre, par définition, je pense, est la capacité à prendre le chemin qu'on veut, c'est-à-dire ici, à embrayer sur un nouveau chemin, celui qu'on souhaite, mais selon un conditionnement qu'on a reçu avec l'école, etc. Donc au final, ce n'est pas vraiment un libre arbitre. Et ce qu'il y a de plus pur, c'est quand, au final, on sort du conditionnement grâce à un travail personnel et on se réaligne sur le vrai chemin de vie que l'âme voulait. Et donc, on ne se laisse pas porter par notre conditionnement, on ne se laisse pas porter par le déterminisme de notre ego, on ne se laisse pas porter par euh, notre mental, mais on efface, enfin, on ne peut pas effacer, mais on décide de ne plus écouter et on arrive dans la guidance. Et quand on est dans la guidance, on n'est pas dans le mental et on est dans une foi inébranlable. On est dans en fait, on sort de la matrice. En fait, on va tellement loin que, je vais essayer de dessiner ça d'une autre couleur, c'est-à-dire qu'on va tellement loin qu'on sort de la matrice du temps. Et donc, on était dans une matrice, il y avait un début, une fin, et dès lors qu'on vient, voilà, je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je veux faire, mais c'est vraiment au moment où on sort du conditionnement, donc, pas du conditionnement, enfin si du conditionnement, pardon, conditionnement, quand on sort de l'ego, quand on sort du mental, quand on sort des émotions qui font de nous des humains. On est d'accord? C'est ça qui fait de nous un humain. Mais c'est ça qui engendre la souffrance. Et c'est ça qui engendre le libre arbitre, qui lui n'est qui n'est qu'un sous-produit de notre conditionnement, notre ego, etc. Et donc, comme on est dans un conditionnement, un ego, un mental, on est dans une quête de quelque chose, dans une quête d'une solution extérieure, d'une petite dose d'adrénaline. En fait, on est dans l'expérience de la matière la plus réelle, la plus profonde. Et comme on est dans l'expérience de la matière, on est donc dans la dualité et donc dans la souffrance tôt ou tard. Parce que, comme vous l'avez vu juste avant, il y a du haut et du bas, il y a un rythme. Et donc, si on touche le bonheur, alors on touche le malheur un jour ou un autre. Et euh, je pense que si on a un déterminisme de notre ego, si on a un conditionnement et qu'on est dépendant de ça, et qu'on laisse notre vie être guidée par ça, c'est-à-dire qu'on se laisse pleinement être, on laisse pleinement notre vie être dictée par notre incarnation, par notre matière, alors on est tôt ou tard dans la souffrance. Mais en même temps, c'est aussi le jeu de la vie. Et donc, si on décide de sortir des sentiers battus, si on décide de supprimer le conditionnement, de dissoudre l'ego, de mettre de côté le mental et de ne faire qu'écouter, de ne faire qu'entendre sans écouter les émotions que nous avons, alors on sort de tout ça, de la matrice, et on rentre dans le self, on rentre dans la version la plus pure de nous, on rentre dans l'âme. Et quand l'âme est est le joueur de notre vie, alors on a
d'après moi, le pilote, en fait, entre guillemets, c'est ça, quoi. On a un être spirituel qui vient à la troisième personne venir jouer avec sa petite Game Boy, là. Je sais pas comment, c'est pas une Game Boy, c'est très mal fait, mais il vient jouer avec sa manette de PlayStation. Il vient jouer au jeu de la vie avec un corps sur la Terre. En gros, l'humain dans la chair, dans la dualité, dans le deux, il ne peut pleinement s'amuser que lorsque l'unité a réellement pris commande du corps. Et donc, ça veut dire qu'on ne se voit qu'à la troisième personne. Et donc, s'il y a quelque chose de terrible qui se passe, on voit ça comme juste un fait et non pas une histoire qu'on vient se raconter parce que l'histoire crée la souffrance. Et donc, on est là juste pour s'amuser. Et donc, dès lors qu'on arrive à sortir vraiment du conditionnement, de l'ego, du mental et des émotions, on se retrouve vers le self, vers le âme. Voilà. Je me suis un peu répété vers la fin, mais vous avez compris. Je pense que j'avais en tête, c'est vraiment, on est une suite. Donc là, il y a une naissance de quelqu'un, il y a une autre naissance de quelqu'un, il y a une autre naissance de quelqu'un, une autre personne, et encore une autre personne. Ces personnes naissent, elles ont des trajectoires de vie. Dans toutes ces trajectoires de vie, il y a une suite de potentielles réalités qui existent pour tous et chacun. Il y a des réalités qui sont beaucoup plus envisageables pour certains que d'autres. Typiquement, Mimimati, elle ne peut pas être, excusez-moi, avec tout mon respect, hein, mais Mimimati, elle ne peut pas être championne de bodybuilding. Et Arnold Schwarzenegger ne peut pas jouer le rôle de Mimimati. Donc, on a des caractéristiques qui font qui nous sommes dans la dualité, dans l'expérience de la matière. Et donc, toutes les réalités, au final, ne sont pas possibles, mais certaines sont des potentielles réalités. Et le meilleur moyen d'avoir une réalité qui existe, c'est d'arriver à concevoir dans notre esprit une potentielle réalité qui puisse être en harmonie avec les autres, parce qu'au final, la réalité ne se crée pas seule, c'est une harmonisation de réalité. Parce que si par exemple vous avez le rêve de créer une entreprise avec, je sais pas moi, genre 100 000, enfin, pardon, avec 100 salariés, si vous avez ce rêve de créer une entreprise avec 100 salariés, vous ne pouvez pas créer ça tout seul. Vous ne pouvez pas créer ça tout seul dans votre coin. En fait, vous avez besoin d'avoir vous qui est cette image d'une entreprise avec 100 salariés, et vous avez besoin de 100 salariés qui est comme vision d'appartenir à une société de grande taille. Et donc, c'est par une vision commune et un potentiel futur qui se ressemblent qu'on arrive et en fait, à une harmonisation du futur, à une harmonisation des intérêts, que on arrive à créer un futur potentiel qui unisse tous les futurs sur une seule réalité. Et le truc, c'est que au même moment, dans un instant T, il y a, euh, comment je pourrais dire ça, il y a un potentiel futur, une harmonisation d'un potentiel futur qui existe. Par exemple, ici, on a ce futur, mais ça concerne que les 100 personnes qui veulent créer une société avec 100 employés. Mais il y a aussi d'autres personnes, il y a des gens qui veulent faire de la motocross, il y a des gens qui veulent faire pâtissier, il y a des gens qui veulent faire telle ou telle chose. Et donc, il y a aussi une harmonisation de potentiel futur qu'ils ont envie de leur côté. Et parce qu'il y a une harmonisation de potentiel futur, alors le futur se crée. Et donc, on a une création d'une réalité par plusieurs personnes. Et donc, simultanément, on a plusieurs réalités qui se créent. Et donc, on a une harmonisation. Et donc, tout ce que l'on voit autour de nous est une seule réalité, mais qui est en réalité le conglomérat de millions et d'une infinité de réalités collectives, c'est-à-dire des réalités construites par le collectif. Et voilà.
Et comment ces réalités sont chacune individuellement sont réalisées? Ben, elles sont réalisées parce que nous sommes des êtres égoïstes qui sont uniquement drivés par notre intérêt égoïste, on n'a absolument rien à faire de l'intérêt des autres. Et ne me dites pas le contraire. Si vous me dites oui, mais moi j'aime aider, non, non, vous n'aimez pas aider. Vous avez à souhait de trouver une satisfaction personnelle, égoïste, du fait d'aider. Si vous allez aider, vous allez recevoir un merci peut-être, vous allez recevoir un compliment. Et c'est ça que vous allez chercher. C'est ce petit truc qui vient faire que vous venez trouver votre intérêt égoïste. Et donc c'est OK, c'est grâce à ça que notre société existe, c'est grâce à ça que l'humanité existe, c'est parce que nous avons tous des intérêts égoïstes, et c'est par une harmonisation des intérêts que nous arrivons à bâtir une société, que nous arrivons à bâtir un collectif qui vit ensemble. Et c'est parce qu'aujourd'hui, on a créé une harmonisation d'intérêts, qu'il y a des gens qui se sont réunis pour construire la maison dans laquelle vous êtes, qu'il y a des gens qui se sont réunis pour concevoir un autre pays. Parce qu'en réalité, euh, rien n'existe enfin, excusez-moi, je précise ma phrase. Les associations n'existent pas. Les entreprises n'existent pas. Les collectifs n'existent pas. Les pays n'existent pas. Les unions n'existent pas. Les communautés n'existent pas. Elles n'existent que par une harmonisation d'intérêts égoïstes et par un contrat social qui a été défini et par une illusion de d'une communauté, une illusion d'un groupe de personnes qui permet qui permet la concrétisation de projets, mais tout ça n'est qu'une illusion basée sur des contrats sociaux. Et ça, c'est typiquement une harmonisation d'un potentiel futur qui crée une réalité. Et donc, en créant une réalité, voilà. Donc, le futur n'existe pas. Le futur n'est qu'un potentiel de réalité basé sur nos intérêts égoïstes, sur l'harmonisation de ces intérêts, sur nos actes, parce que, comme on l'a vu un petit peu plus tôt, tac, 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 ici, par nos actes, par ce qu'on fait dans la matière, par le faire, alors on va influencer par, entre guillemets, une suite de probabilités et d'itérations, un potentiel futur pour pouvoir changer de réalité. Et en changeant de réalité, on vient vivre notre expérience dans la dualité. J'espère que c'est clair. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions et n'hésitez pas surtout à me corriger à tout ce que je viens de dire. Okay, c'est vraiment mon humble compréhension de la réalité aujourd'hui et de la matrice. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, bah, écrivez-moi. Ou vous pouvez prendre un rendez-vous en bas de cette vidéo. J'ai rien à vendre. C'est vraiment, on échange, on voit. Si je peux vous aider à faire quelque chose, bah, pourquoi pas. Si je ne peux pas vous aider, bah voilà. Bonne journée à vous. Et puis, je suis très curieux d'avoir vos résultats, donc, enfin vos résultats, vos retours, pardon, sur ce que je viens de dire. Ciao, ciao.